Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon. Angela Merkel et Emmanuel Macron se rencontrent aujourd'hui à Marseille. Rencontre importante à propos des migrants. Et à propos des prochaines élections européennes. Hein. Sans doute. Sans doute. Bon, ces élections européennes, un référendum pour, je vais revenir sur les migrants, pour ou anti-Macron, dit Jean-Luc Mélenchon. Mais n'est-ce pas ignorer l'Europe que d'avancer cet argument-là? Non, justement. Et pourquoi non? Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Aujourd'hui, vous avez Emmanuel Macron qui est un des tenants d'une construction politique particulière de l'Union européenne, cette Europe des traités. Il y a un axe Macron-Merkel, on est assez clair là-dessus. Et puis surtout, regardez, la politique menée par Emmanuel Macron lors de sa première année de quinquennat. Prenez quelques exemples des politiques assez emblématiques qu'il a menées, que ce soit sur le code du travail avec les ordonnances travail, vous vous en souvenez, que ce soit sur des trajectoires budgétaires avec le fameux respect de la règle d'or, que ce soit maintenant sur les retraites, que ce soit même Jean-Jacques Bourdin sur la SNCF. Attendons, mais en tout cas, on connaît quelques pistes, vous le savez, on connaît quelques pistes. Oui. Ou que ce soit sur la SNCF, c'est-à-dire le fait que quel que soit le secteur, on doit ouvrir à la concurrence. Tout ça nous vient d'où, à votre avis? Ça n'est que la pâle copie des directives de la Commission européenne. Par conséquent, ce que nous disons, voter contre Macron, voter contre sa politique, ou voter contre cette construction particulière de l'Europe, dont on voit les effets qu'elle produit, Monsieur Bourdin, c'est faire la seule et même chose. Donc en réalité, nous disons, quelles que soient vos motivations d'aller voter, que ce soit pour avoir l'occasion, parce que vous pourrez le faire, de sanctionner cette politique, parce que figurez-vous que le scrutin européen va arriver, ce sera la première fois que les Françaises et les Français pourront voter depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et de sa majorité au pouvoir. En vous écoutant, ça veut dire que le problème migratoire n'est pas le problème essentiel. Mais on peut en parler de la migration. Non, en tout cas, ce qu'il y a sur... Si, mais... C'est pas le problème. Je vais pas éviter le problème, par contre, ce qu'il y a de clair... Non, mais est-ce que c'est le problème essentiel? Je pense clairement que le problème essentiel, c'est plutôt la financiarisation de notre économie et les politiques libérales. Et il est clair que les partis qui, par exemple, focalisent le débat européen sur la question de l'immigration, eh bien, en réalité, détournent l'attention, notamment des Françaises, des Français, mais plus globalement des Européens, des vraies questions, des questions essentielles. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple... Tous les partis nationalistes, vous n'êtes pas nationaliste, vous. Non, je suis un internationaliste convaincu. Oui, convaincu. Vous n'êtes pas du tout nationaliste. Non, mais si vous voulez, la question des migrations, il faut qu'on en parle, et je veux qu'on en parle juste après. Mais je voudrais vous dire véritablement que les partis qui veulent faire de cette question la question centrale dans le débat sur les européennes détournent l'attention. Et souvent, celles et ceux qui sont plus occupés à regarder ces problèmes-là feraient mieux de se soucier de savoir pourquoi leurs salaires sont si bas, pourquoi il y a toujours une minorité qui s'enrichit, même qui ponctionne sur le travail, pourquoi les salaires n'augmentent pas. Ça, ce sont des vraies questions. Pourquoi M. Orban, pourquoi M. Salvini ont fait de cette élection finalement d'un côté le camp Macron et de l'autre côté le camp de ceux qui refusent toute migration en Europe. Bourdin, c'est Emmanuel Macron. Et qui défendent l'identité européenne. Emmanuel Macron est en train de créer de toutes pièces un clivage qui n'existe pas entre les nationalistes, dit-il. Non, ce clivage-là, c'est une Orban et Salvini sont d'accord avec ce clivage. Évidemment, mais attendez, est-ce que vous pensez que Monsieur Macron est progressiste? En réalité, ce clivage-là est confortable pour les uns et pour les autres. Monsieur Bourdin, entendez-moi. Les Macron, Merkel et Juncker accouchent des Orban, Salvini et Le Pen. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Cette politique libérale européenne qui fait que l'harmonisation sociale se fait, vous le savez, toujours par le bas, qui jette de plus en plus les uns contre les autres, de toute façon derrière, accouche sur de fausses peurs sur lesquelles d'autres surfent. Voilà le souci. Maintenant, je ne veux pas évacuer avec vous la question de l'immigration. Bien sûr. Parce que... Et que pensez-vous de la position de Sarah... Wagenknecht. Oui. Que pensez-vous de la mouvement allemand, ami de Jean-Luc Mélenchon? Je me suis toujours bien de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Et vous savez, comme je suis votre émission à peu près tous les matins, je me suis étonné de la manière dont vous avez décrit les choses lorsque vous avez reçu ici même Daniel Cohen. Vous avez dit ce mouvement, je crois, d'extrême gauche anti-migrant. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Et je sais que vous, bien sûr. Bon. Et je sais que il n'en est rien. Et je sais que vous, Monsieur Bourdin, qui êtes un observateur aguerri de la vie politique, vous pouvez voir cela. Ce que dit Sarah Wagenknecht est clair, et elle explique très clairement. Et elle réaffirme dans les premiers documents de son parti qu'elle est pour l'organisation de l'accueil des personnes qui fuient leur pays. En revanche, je vais vous dire une chose, Monsieur Bourdin, on ne peut pas se contenter de dire ça. Nous le disons à la France Insoumise. Elle a formé un nouveau mouvement. Oui. On est bien d'accord. Oui. Il s'appelle Debout. Oui. On est bien d'accord. Oui. Qui s'adresse aux plus modestes, aux Allemands les plus modestes, et notamment les Allemands de l'Est de façon universelle à tous les Allemands. D'accord. Elle défend quoi?
Elle défend l'idée qu'il y a un lien entre les problèmes sociaux des citoyens allemands et les migrations. Non, c'est pas exactement ça qu'elle dit, Monsieur Bourdin. Non. Ce qu'elle explique, c'est que il faut, et elle le redit, qu'il faut accueillir les personnes qui fuient leur pays, mais elle dit aussi que ça n'est pas suffisant. On peut pas tenir le discours, et vous le savez, moi je vais le MEDEF estime que les migrations sont bonnes pour les économies européennes. Mais vous découvrez, justement, bonnes pour l'économie française. Mais non, vous découvrez aujourd'hui que non, attendez, écoutez-moi, vous découvrez aujourd'hui que le patronat, depuis très longtemps d'ailleurs, utilise aussi l'immigration pour faire ensuite pression sur les salaires. Mais je vais vous dire une chose, les personnes qui fuient leur pays ne sont pas responsables de cette situation. Donc les choses sont claires. Je vais vous résumer notre discours. Vous allez voir, si vous voyez plus rationnel à faire en matière d'immigration, vous me direz. Alors je vais le résumer rapidement. D'abord, dire une chose très claire. Lorsque les gens fuient leur pays, parce qu'ils le fuient, non pas de gaieté de cœur, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le fuir, bien souvent, et qu'ils arrivent à nos portes, alors, Monsieur Bourdin, il faut créer les conditions d'un accueil. Et je vais vous dire, d'un accueil coordonné. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce qui fait notamment ce que l'on voit en Italie, c'est que des pays qui géographiquement sont la principale porte d'entrée portent tout l'effort sur leur dos, on les a laissés se débrouiller. Alors moi je vois mal. Vous comprenez, Monsieur Salvini? Non, pas du tout. Je dis pas que je le comprends, mais en tout cas ça s'explique le fait que. Nous demande. Bien évidemment, mais notre frontière. Ce que nous devons faire. Attends, laissez-moi terminer mon explication. Ce que nous devons faire, c'est organiser à l'échelle européenne les conditions de cet accueil. On voit mal comment, Monsieur Bourdin, l'Union européenne, qui est capable d'imposer à tout le monde sa vision libérale, serait pas capable de se coordonner pour accueillir des migrants. Monsieur Bourdin, on parle de 1 à 2 millions de personnes. Vous savez combien nous sommes en Union européenne? À peu près 450 millions. Ça représente 0,2% de la population, d'accord? Donc vous voyez à quel point il faut élargir la focale. Ensuite, attendez. Oui. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il faut créer les conditions de l'accueil, parce que nous avons ce devoir d'humanité, je le dis et le répète, une fois qu'on a dit ça, il y a autre chose qu'il faut dire, et qui n'est jamais présent dans le débat sur l'immigration, y compris ici en France. C'est qu'on connaît les causes, on sait pourquoi les gens quittent leur pays, on sait pourquoi leurs pays sont invivables. Et je vais même vous dire, on a même souvent une part de responsabilité dans le fait que ces pays deviennent invivables. Il y a 3 causes essentielles, Monsieur Bourdin. D'abord, les guerres, les conflits internationaux, dans lesquels la France, qui est une puissance diplomatique, pourrait jouer un rôle, d'autant plus facilement de mon point de vue, qu'elle retrouverait son indépendance aujourd'hui perdue parce qu'elle est affiliée à l'OTAN. Ensuite, deuxième cause, les accords commerciaux inégaux. Et vous ne découvrez pas que, encore cet été, on a signé des accords de libre-échange qui organisent le déménagement permanent du monde et qui font que, quand vous inondez notamment certains pays africains de produits subventionnés, Monsieur Bourdin, qu'est-ce que vous faites sinon que d'empêcher le développement économique de ces pays? Et troisième cause, la plus importante, le changement climatique. Vous savez comme moi, les experts nous le disent, que si l'on n'endigue pas d'ici à 2050 le changement climatique, Monsieur Bourdin, ce sont des centaines de millions de personnes qui vont fuir et qui ne vont pas choisir de fuir, qui ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Donc la politique rationnelle, c'est de dire il faut accueillir, vous n'allez pas rejeter les gens à la mer. Aujourd'hui, voter pour les Salvini et les Le Pen, c'est condamné à mort aujourd'hui. D'accord? Parce que ces gens-là fuient leur pays, fuient la misère. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Les rejeter à la mer? Non, ce n'est pas possible. Donc il faut organiser les conditions de l'accueil. Et par contre, ensuite dire, nous pouvons traiter les causes. Est-ce que l'immigration économique, c'est une menace? Mais si vous voulez, mais Monsieur Bourdin, oui. Ce que je veux vous dire, c'est que les mouvements de population, c'est quelque chose de vieux comme l'humanité, d'accord? Et quand on voit la proportion, ce que je veux vous dire, c'est que bien évidemment, on a vu pendant une période ces mouvements augmenter. Vous savez que récemment, les chiffres, par exemple, en France, ont baissé. Mais en tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que c'est une goutte d'eau. Vous n'allez quand même pas dire que ça fait une personne pour 1000 habitants. Donc vous n'allez pas me dire qu'on n'est pas capable de faire ça. Vous êtes pour la libre circulation des biens et des personnes. On est bien d'accord en Europe. Je ne suis pas favorable au libre-échange. Non. Moi, je pense que nous pourrions... la libre circulation des biens et des personnes. Eh bien, moi, je vais vous dire, je pense que nous devrions, y compris face à l'enjeu climatique, organiser les conditions de ce qu'on appelle un protectionnisme solidaire. Je m'explique. C'est pas un protectionnisme des frontières économiques. Mais évidemment, que faire d'autre? Attendez. C'est pas un protectionnisme chauvin qui vise à dire on ne coopère plus avec personne. C'est de dire, par exemple, est-ce qu'on a besoin de voir débarquer dans notre pays le coton ouzbek dont on sait qu'il est produit dans des conditions lamentables, parfois même avec le travail des enfants? Est-ce qu'on a besoin, si l'on décide par exemple en France d'interdire certains produits chimiques, par exemple le glyphosate, est-ce qu'on a besoin d'accepter que des produits qui arrivent glyphosatés des autres pays arrivent chez nous? Pour vous, le glyphosate doit être interdit définitivement, immédiatement, là, tout de suite, immédiatement. Oui, parce que peu importe les problèmes de substitution pour les agriculteurs qui n'ont pas de produits de substitution. Il faut y répondre. Je ne vous dis pas, mais c'est comme tout, Monsieur Bourdin. Donc immédiatement. Mais attendez, mais en tout cas, il faut le décider. Vous savez, c'est-à-dire que il s'agit pas de dire on va appuyer sur un bouton, tout va être terminé, mais il faut le décider par la loi. Je suis persuadé, vous savez, les compétences techniques, on les a. Si on décide de le faire, si on décide de trouver des produits de substitution, de faire autrement, on peut le faire. On a un Et produit. puis, je vais vous dire une chose, Monsieur Bourdin.
Aujourd'hui, on a aussi un problème dans ce pays, c'est que l'activité est atone, parce que la toile de fond, c'est la compétition généralisée. Et donc aussi la destruction d'emplois, parce que celui qui gagne la guerre économique, c'est toujours celui qui est le moins-disant social, qui arrive à faire plus avec moins. Prenez l'exemple de l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez une agriculture intensive en chimie, en produits chimiques, laquelle empoisonne les hommes, la terre, nos assiettes. Passez à l'agriculture paysanne, qu'avec la France insoumise, nous appelons de nos vœux. Eh bien, figurez-vous que c'est un modèle intensif en emploi. Globalement, ce que je veux vous dire, c'est que la planification écologique que nous appelons de nos vœux, c'est un modèle intensif en emploi. Il va falloir beaucoup de qualifications, il va falloir beaucoup de personnes, il va falloir beaucoup d'huile de coude, que tout le monde s'y mette. Face à l'urgence écologique, Monsieur Bourdin, il y a beaucoup à faire. Et c'est sans doute plus intelligent et plus enthousiasmant que la compétition absurde, dénuée de sens qu'Emmanuel Macron veut nous faire poursuivre. Alors demain, samedi, il y a partout dans le monde une grande marche pour le climat. Moi, j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à se mobiliser. Évidemment, j'irai marcher demain à Lille. Il y en a partout en France et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à y aller. Entendez bien une chose, notre génération est mise au pied du mur. Je ne sais pas quelles sont vos opinions politiques, mais ce que je sais, Monsieur Bourdin, c'est que vous et moi, nous ne soyons justement ça qui est intéressant, c'est que vous et moi, nous ne soyons pas d'accord politiquement face au changement climatique. Nous avons un intérêt commun, et c'est ça aussi que détermine l'urgence climatique. C'est qu'il y a un intérêt général. Il y a un intérêt général humain. Sur ce terrain-là, je vous rejoindrai. Adrien Quatennens. François de Rugy qui remplace Nicolas Hulot, ça va changer quelque chose, selon vous, ou c'est purement politicien? Malheureusement, non. C'est-à-dire que Nicolas Hulot. Est-ce qu'il va peser suffisamment? Est-ce qu'il va prendre les décisions? Mais il sera incontestablement plus confortable pour Emmanuel Macron, c'est sûr. Monsieur Hulot a souhaité à François de Rugy beaucoup de bonheur. Je pense que de ce point de vue, ça va. Il est très heureux. Il a réussi. Si vous voulez, par exemple, il a réussi à Notre-Dame-des-Landes. Il a réussi. Notre-Dame-des-Landes, ça vous fâche. Monsieur Bourdin. Oui, oui. Nicolas Hulot a confirmé lors de sa démission, qui est une démission sanction, il a confirmé un diagnostic politique très fort. Il a dit, attendez, je termine sur de Rugy. Qu'est-ce qui était une bonne décision? Le fait de Notre-Dame-des-Landes de ne pas le faire, bien évidemment. Souvenez-vous, je crois qu'ici même devant vous, j'avais salué cette décision. Vous savez, moi, je fais pas une opposition de principe. Je me souviens. Quand les choses vont dans le bon sens, je sais le dire aussi. Non, plus sérieusement sur Monsieur de Rugy, Nicolas Hulot a posé un diagnostic fort. C'est que l'écologie et le libéralisme économique ne sont pas compatibles. Or, François de Rugy, de ce point de vue, est un écologiste de pacotille, puisque lorsqu'il était candidat à la primaire, il s'accommodait tout à fait du libéralisme. Il avait écrit un bouquin, Monsieur de Rugy, qui s'appelait Écologie au gauchisme, il faut choisir. Je pense qu'il s'est trompé de diagnostic. C'est entre écologie et libéralisme qu'il faut choisir. Et on le voit bien aujourd'hui. Donc malheureusement, moi je ne peux pas me satisfaire de cette situation, parce que c'est chaotique, et je sais très bien que rien ne va avancer positivement sur le front de l'écologie. Nous manquons d'humilité, disait hier matin le ministre de l'Intérieur à votre place. Je veux dire, ce pouvoir manque d'humilité. C'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire que, y compris dans les enquêtes d'opinion, vous voyez, je crois que c'est 80% qui disent qu'Emmanuel Macron est autoritaire. C'est lui-même qui se présente comme le président jupitérien. Si vous voulez, cette première année du quinquennat d'Emmanuel Macron a fait une démonstration. 1 an et demi maintenant, oui. Bien sûr, 1 an et demi. Les choses vont vite. D'abord, c'est que sur le fond, il est le grand continuateur de ce qu'avaient commencé Sarkozy et Hollande, mais en plus sur la forme, souvenez-vous, il nous disait on va laver plus blanc que blanc, ce sera la République exemplaire. Et qu'est-ce qu'on voit en réalité? C'est plus que jamais la République des affaires. Donc il n'y a pas de modification, si vous voulez, sur la forme. Et là, j'écoutais Édouard Philippe l'autre soir. Vous savez, chez les macronistes, il y a cette rhétorique permanente du mouvement. On marche, on avance, faut donner à voir qu'il y a du mouvement. Ça me faisait penser, je disais ça à vos confrères l'autre jour, ça me faisait penser un petit peu à ce refrain d'Alain Souchon, vous savez, on avance, faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense. Voilà un petit peu la trajectoire macroniste. Adrien Quatennens, que pensez-vous de la volte-face de votre collègue présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, qui en quelques heures a changé d'avis sur Richard Ferrand? C'est vrai que c'est étonnant. Elle nous dit, je crois, vers 8h chez vos confrères. À RTL, Richard Ferrand n'est pas le renouvellement. Puis après, à 14h, communiquer. Bon, écoutez, que s'est-il passé, à votre avis, entre 8h et 14h? Je ne sais pas, moi. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous la connaissez. Vous avez du flair, un peu comme moi. Vous la connaissez? Non, je la connais pas plus que ça, sinon que je sais que c'est elle qui a sabordé la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla, ça je le sais. Heureusement que le Sénat est là pour suivre derrière et continuer. Non, mais ça montre aussi que, à l'intérieur de ce qu'est la République en marche, qui, il faut le dire les choses, est conçue comme une agence de communication, rien de plus, rien de moins. Eh bien, il y a aussi ces logiques tout à fait politiciennes, et je veux dire, c'est pas isolé. Ce que vous voyez à l'Assemblée nationale, moi je commence aussi à le voir localement, par exemple à Lille, où les uns et les autres déclarent leur candidature pour des municipales, alors que nous avons d'abord des échéances européennes, des ambitions personnelles absolument dénuées de toute ambition politique. Bref,
faut quand même finir par se rendre compte que le nouveau monde, il a plutôt la couleur du vieux monde, hein, très clairement. J'ai une dernière question, enfin 2 dernières questions concernant le Venezuela, parce que la situation est grave. Ah tiens, est-ce que vous... comme c'est original. C'est toujours le Venezuela. Non, mais... Vous avez posé la question à tous vos invités. Adrien Quatennens, j'ai traité le Venezuela ce matin sur RMC. Oui. Et je peux parler du Venezuela à tous mes invités. Et on remarque avec tous vos invités politiques, quelle qu'en soit la couleur, vous parlez du Venezuela. Vous savez que c'est un sujet que toutes les mais vous avez raison. radios et toutes les télévisions traitent. Allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui vous soutenez toujours le régime de Nicolas Maduro? Mais nous n'avons jamais soutenu de manière inconditionnelle le régime de M. Maduro. Pas inconditionnel. Non. En fait, vous avez associé la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, au Venezuela parce que il est vrai que du temps d'Hugo Chavez, c'était une source d'inspiration. Je vous ai pas dit un modèle, je vous ai dit une source d'inspiration. Dans la mesure où Chavez avait fait un choix inédit de faire de la rente pétrolière un moyen de redistribution, et pas comme certaines monarchies. Mais attendez, aujourd'hui la situation du Venezuela, c'est une situation économique catastrophique. Moi je ne soutiens pas Nicolas Maduro, je vois particulièrement par contre ce qui se passe, y compris les rapports de force qu'il peut y avoir, le rôle que jouent parfois les États-Unis contre ce pays. Bon voilà, mais si vous voulez, moi je n'ai pas de modèle. Le Venezuela n'a jamais été un modèle pour la France insoumise. Nous avons des sources d'inspiration, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Pour vous ne va pas bien. Mais pardon. Regardez le niveau de l'inflation. Chavez a été un modèle. Pardon, le Venezuela. Pas un modèle. Jean-Luc Mélenchon n'a pas de modèle, Monsieur Bourdin. Il a des sources d'inspiration. Et quand on dit une source d'inspiration, vous le savez, ça veut dire que c'est pas on prend tout, on jette tout. À chaque fois qu'on parle non, ce qui me fâche, je vais vous le dire. Moi, je peux parler du Venezuela. On peut faire, si vous voulez, une émission d'1 heure sur le Venezuela. Le souci que j'ai, c'est qu'à chaque fois. Non. Des questions qui fâchent, je voulais pas qu'on en parle. Mais bien sûr que si. Honnêtement, je suis très à l'aise pour qu'on en parle très longuement, si vous voulez. Mais ce que nous disons, c'est que à chaque fois, mais je ne soutiens pas Nicolas Maduro, mais je sais quels sont les rapports de force et le fait qu'on veuille flétrir, notamment venu des États-Unis, que l'empire américain veut flétrir ce pouvoir pour d'autres raisons. Je ne dis pas pour autant qu'il n'y a pas de difficulté économique, mais je réponds à votre question. Pourquoi le Venezuela? C'est toujours avec la France insoumise. Généralement, quand elle a plutôt le vent en poupe, je termine. Mais ça revient comme un espèce de marronnier tout le temps. C'est vous qui l'avez cité en exemple, c'est pas nous. Pas en exemple. C'est là que vous vous trompez. Pas en exemple. Vous savez, le Venezuela, c'est comme on s'est dit on allait faire ça. Vous voyez les boîtes à meux des vaches là, qui reviennent et qui font le même bruit. Bah, on va finir par inventer ça. Certains l'ont fait sur une application téléphonique. C'est on retourne, puis ça fait Venezuela comme ça. Parce que systématiquement, à chaque fois que on avance un petit peu, vous avez besoin de nous raccrocher à ce qui pour vous est des modèles. Mais si vous associez, c'est vous qui en avez parlé les premiers. Pardon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas arrêté de citer Chavez. De ce qu'a fait Chavez. Mais attendez, vous ignorez pas que Chavez, ça n'est pas. Non, attendez. Que le successeur de Chavez. Non, Monsieur Maduro est en rupture avec la trajectoire de Chavez et vous le savez. Donc arrêtez quoi, si vous voulez. Non, mais vous êtes un meilleur spécialiste du Venezuela que moi. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on aura encore consacré 5 bonnes minutes ce matin au Venezuela. On a consacré 3 minutes au Venezuela sur 22 minutes. Très bien. En attendant, demain, la marche pour le climat. Vous, ça semble un peu. Non. Pas moi. Pas moi. Demain, la marche pour le climat, tout le monde dehors. Il y a d'autres urgences immédiates pour nous, y compris d'autres que le Venezuela, même si la situation. Ils ont quand même une urgence parce qu'il faut trouver à manger. J'en conviens tout à fait. Vous en trouvez. 200 000% d'inflation en un an. Très bien. Mais prenez d'autres exemples. On pourrait parler d'un tas d'autres régimes avec lesquels la France, par exemple, commerce bien. Par exemple, l'Arabie Saoudite. On pourrait en parler. Bref. On pourrait choisir de parler de situation internationale en élargissant un peu la focale. 8h56. Merci à vous. Quatennens. Merci vraiment. 8h56 RMC et BFM TV. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile.